L'intelligence artificielle façonne notre avenir, mais est-elle réellement conçue pour tout le monde ? Derrière les promesses de performance et d'innovation, une question cruciale se pose : à qui bénéficie vraiment l'IA ? Car si nos modèles d'IA sont biaisés, s'ils ne prennent pas en compte toutes les diversités, alors ils risquent de perpétuer, voire d'aggraver les inégalités. Mais alors, qu'est-ce que l'inclusivité des IA concrètement ? Faut-il revoir entièrement les corpus d'entraînement pour rendre l'IA plus juste ? Et surtout, sans cadre législatif clair, peut-on vraiment espérer une IA équitable pour toutes et tous ? Pour répondre à ces questions essentielles, je ne reçois pas George Orwell, mais elle s'y connaît en futur à écrire. Christina, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Christina, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Alors, je m'appelle Christina Lunghi, je suis la fondatrice d'Arborus, qui est une ONG qui s'occupe depuis 30 ans de questions d'égalité entre les femmes et les hommes, d'inclusion et, depuis 2020, d'intelligence artificielle inclusive, parce qu'il y a eu toute une logique. Et on travaille surtout depuis le début, c'était très innovant à l'époque, sur les systèmes d'organisation, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on peut changer les systèmes d'organisation pour qu'ils soient plus justes, et donc plus inclusifs, et donc plus égalitaires entre les femmes et les hommes. Et j'ai démarré par les femmes et les hommes parce que c'est les deux pôles de l'humanité. L'humanité, elle est faite au démarrage de femmes et d'hommes. Très bien. Et comment est-ce que tu en es venu à intégrer des sujets d'IA ? Parce que donc, l'idée, c'est donc de pouvoir avoir un lieu de travail qui soit inclusif pour toutes et tous. Comment est-ce que l'IA est venue mettre son nez là-dedans ? Alors l'IA, elle est venue mettre son nez là-dedans parce qu'un peu avant le Covid, on s'est rendu compte avec les grands exemples des GAFAM qui avaient des systèmes de recrutement avec des algorithmes et qui étaient hyper discriminants. Donc qui recrutaient surtout sur les postes d'IA, d'informatique, qui recrutaient essentiellement des hommes, toujours le même profil. Donc il n'y avait pas que la discrimination envers les femmes, mais aussi envers la couleur de peau, la nationalité, l'âge, etc., le handicap. Donc on s'était dit à l'époque, c'est quand même ce truc-là, ça commençait à nous interpeller. Arrive le Covid, et avec le Covid, on se rend compte que notre vie tourne autour de l'intelligence artificielle, puisqu'on s'est mis à travailler en ligne, à parler en ligne, à manger en ligne, à regarder Netflix toute la journée, toute la nuit, etc. Et donc, on était guidés par ces IA surtout. Et c'était moins visible avant le Covid. Pendant le Covid, ça a été vraiment l'explosion. Et d'ailleurs, je crois que les IA se sont développées 3 fois plus vite pendant le Covid qu'avant le Covid. Okay. Donc, il y a eu vraiment un développement très, très important puisqu'on l'utilisait 24/24. Et à ce moment-là, on s'est dit avec le groupe Orange, qui est fondateur de ma fondation, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire des choses comme ça, alors que nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ces sujets. On ne peut pas laisser balayer tout ce travail sur l'égalité et l'inclusion par des IA qui sont irresponsables. Et donc, on a travaillé pendant le Covid. Nous, ça a été une période très fructueuse. On a lancé en plein Covid la première charte internationale pour une IA inclusive avec le secrétariat d'État au numérique, la ministre des droits des femmes, les Nations Unies. Enfin, on avait vraiment... Puis les gens étaient disponibles à l'époque. Donc, c'était vraiment une bonne période pour faire ça. Actuellement, on a plus de 140 signataires sur cette charte. Et on a lancé, notre spécialité, c'est la certification internationale. Donc, on a un label international qui existe depuis plus de 15 ans, qui est présent dans 54 pays sur les questions d'égalité et d'inclusion. Et pendant le Covid, on a rajouté à notre certification un volet sur l'intelligence artificielle pour aller vérifier sur tous les processus RH s'il y avait de l'IA utilisée ou des algorithmes, s'ils avaient été conçus, pensés, prescrits, etc., de façon inclusive ou pas. Ouais. Tu prends cet exemple effectivement des process de recrutement, des IA qu'on a inclus dans des process de recrutement. Il y a effectivement une histoire
qu'on a déjà raconté, il me semble, plusieurs fois d'ailleurs à ce micro de... je crois que c'était Google à l'époque qui avait... Amazon aussi. Amazon aussi, ouais, peut-être. Qui effectivement avait mis tout son staff dans un système et lui dire après, voilà des nouveaux CV et choisis-moi les personnes qui vont le mieux performer. Comme effectivement, les gens qui performaient le mieux dans l'entreprise, c'était les hommes blancs, l'IA se dit, je vais choisir des hommes blancs, comme ça fonctionne mieux. Et effectivement, plutôt des jeunes d'ailleurs aussi. Mais il me semblait que ce projet avait été finalement assez vite abandonné parce qu'on avait très vite constaté que ça ne fonctionnait pas. Tout à fait. C'est des choses qui ont quand même perpétué, tu penses C'est-à-dire que sur le recrutement, aujourd'hui, il y a un vrai questionnement parce que quand on a des milliers, quand on est une grande entreprise comme L'Oréal ou d'autres qui reçoivent des milliers de CV, il faut bien les trier. Donc le problème se pose toujours, mais ça se pose sur toutes sortes d'autres sujets. Si on prend la reconnaissance faciale, c'est très pratique dans les aéroports, mais ça pose des problèmes de liberté individuelle. Quand on voit ce qui se passe en Chine ou dans d'autres pays, ça pose vraiment des questions. Donc l'IA, moi je dis toujours, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et il ne faut pas que ça soit pour le pire, mais il faut que ça soit pour le meilleur. Donc c'est à nous, les acteurs dans les ressources humaines, dans le développement, dans l'éthique, dans le régulateur, c'est à nous, et les citoyens, c'est à nous de réguler ça et d'être vigilants. Et donc pour ça, et merci de faire ce podcast, ça va, puisque c'est un podcast à l'attention plutôt de gens de la technique, de l'informatique et des codeurs, etc., de bien comprendre que l'IA, elle est exclusive et pas inclusive aujourd'hui, et qu'elle concerne tous les sujets. Et donc, souvent, quand j'en parle avec des codeurs, des développeurs, ils me disent « Non, mais nous, on n'est pas concernés, on fabrique du software, on n'est pas sur des produits RH, etc. » Je dis « Mais ça n'a rien à voir. Quand on fait des médicaments, eh ben, par exemple, le sujet de la santé est un sujet qui est éminemment complexe puisque tous les dosages sont faits en fonction du gabarit d'un homme et pas d'une femme. Par exemple, on a tous les exemples comme ça sur la reconnaissance, par exemple les services après-vente robotiques, ben, ils ont du mal à capter les accents. Donc quelqu'un qui bégaye, ou même les femmes qui ont des voix plus douces, parfois qui sont moins fortes, vont être moins entendues. Donc là, il y a une adaptation à faire. On fait tout un travail à l'heure actuelle. On a donc notre charte et on a un club des signataires de la charte et on a des commissions qui travaillent. On a une commission sur l'immobilier. Dans le domaine de l'immobilier, l'IA, on parle de smart city, smart building, c'est que de l'IA qui organise tout ça. Eh bien, là, on voit à quel point les femmes ne sont pas prises en considération. Alors, ça peut être, on va coupler à ce moment-là des réflexions sur chauffage et économie d'énergie. On sait que les femmes ont plus froid que les hommes. Bon, moi, j'ai un gros pull et toi, tu es en t-shirt. Tu vois, c'est typique. Bon, voilà. On a plein de sujets comme ça. En fait, tous les sujets qu'on va traiter, il faut qu'on arrive à les regarder comme ça. Alors, j'ai toujours un exemple que j'aime bien parce qu'il est très concret. Moi, j'aime bien les trucs concrets. C'est les panneaux solaires. On va se dire, un panneau solaire, en soi, c'est un panneau solaire. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter sur l'inclusivité ou l'exclusivité ? Qui a fabriqué le panneau solaire, déjà ? Est-ce que ce sont des enfants ? C'est des femmes ? C'est quel public ? Déjà, on peut se poser la question de, est-ce que c'est de l'énergie qui va être produite par ces panneaux qui va aller vers tout le monde ? Est-ce que c'est une énergie qui va aller que vers une cible ? Voilà, donc quand on commence à rentrer dans le sujet et à philosopher un tout petit peu plus, on se rend compte que tout est question d'inclusivité, d'exclusivité. Et comme on est des humains, jusqu'à preuve du contraire, et qu'on est tous les destinataires de ces IA, d'une manière ou d'une autre, on est tous concernés. Et quel que soit le sujet, si on prend les sujets militaires, alors n'en parlons même pas, tellement c'est énorme. Aller tuer des gens, aller tuer une voiture, les voitures connectées, elles vont faire des arbitrages sur qui j'écrase ou pas sur la route. Donc les gabarits, les formes, etc. Donc tout ça, on voit bien que c'est extrêmement pensé et que tout est tourné vers l'humain, en fait. Ouais. Quel que soit le sujet, que ce soit un sujet très technique, un médicament, que ce soit une décision de justice. J'étais l'année dernière invitée par le barreau de Paris, c'était passionnant. Et à un moment donné, donc moi je parlais de mes sujets qui les intéressent, puisque je fais de la sensibilisation sur le sujet. Et eux, ils ont dit à un moment donné, il y a un avocat qui a dit que pour la première fois de sa vie, il avait vu un arrêt inventé par une IA. Et lui, comme il était très fort, il l'a vu. Mais vous imaginez si
on commence à avoir de la justice inventée par les IA. Oui, c'est effectivement... Ouais. Il faut garder un œil sur le sujet. Il faut être super vigilant parce que... et puis, on voit bien que les IA ne sont pas neutres et que selon... là, on voit bien avec le... C'est quoi DeepSeek, c'est ça je l'ai téléchargé hier et je lui ai posé des questions. On voit bien qu'il est orienté. Ouais. Et je sais plus, j'ai lu un article sur Taïwan, j'ai pas fait le test, mais il paraît qu'ils disent que Taïwan est chinois. Voilà, parce que c'est un choix de position. Oui. Donc après, on peut poser des questions sur l'homosexualité, et on va voir que selon les IA et selon le concepteur de l'IA ou la conceptrice, ou les concepteurs et conceptrices. Voilà. On va voir que la ligne idéologique est vraiment différente. Et ça pose aussi le problème de nos démocraties, puisqu'on sait que pendant les campagnes présidentielles, les élections, on est manipulé et que de toute façon, on est manipulé toute la journée. Donc, ceux qui disent l'IA va rendre bêtes les jeunes, ils vont juste faire des copier-coller ChatGPT. Moi, j'utilise ChatGPT tous les jours et je l'adore, mais je vérifie tout. Donc, ça nous rend plus intelligents, en fait. Oui, mais moi, c'est ça que j'adore. Sous réserve d'avoir ce réflexe-là, en tout cas. Mais il faut avoir la culture. C'est-à-dire que si on n'est pas bien formé à l'origine, on va croire n'importe quoi. Et ça crée du complotisme et du populisme, et les élections avec Trump l'ont démontré. C'est quand même un changement de paradigme assez fort, parce que donc, vous êtes parti d'une mission qui a été de rendre les espaces de travail plus inclusifs, donc que ce soit en termes d'accessibilité, mais aussi que les équipes soient conçues de manière plus globale. Là, sur ces sujets d'IA, on ne parle pas simplement de faire en sorte que les équipes qui conçoivent les IA soient empreintes de diversité, mais que l'IA en elle-même ne soit pas biaisée. On est quand même sur un changement de paradigme très différent. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur comment rendre un espace inclusif, mais il y a quand même tout un apprentissage aussi technologique de comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à concilier ces deux missions, ou au final, c'est vraiment deux équipes très différentes qui travaillent dessus? Non, c'est exactement la même chose. En fait, pour bien comprendre, moi, mon objectif depuis 30 ans, c'est pas de dire je veux que les espaces de travail soient aménagés. Moi, je ne m'occupe pas de l'ergonomie. Moi, ce que je veux, c'est que la culture de l'entreprise, et donc que le mindset en bon français des gens change. Si on arrive à changer de posture en se disant c'est la compétence qui compte, que je sois un homme ou une femme, les métiers, il n'y a pas de raison qu'il y ait des métiers d'hommes et des métiers de femmes, il n'y a pas de raison de dire il y a des valeurs d'hommes et il y a des valeurs de femmes, etc. Si on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus presque neutre, où je ne dis pas qu'il faut être interchangeable et je ne dis pas qu'il faut plus qu'il y ait d'hommes et plus de femmes parce que le monde serait triste, mais chacun a sa place, mais c'est la vision partagée vers un objectif commun, avec un changement de gouvernance derrière. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est le constat que j'ai fait il y a 30 ans et que je continue de faire, et alors encore plus maintenant avec nos amis américains qui sont arrivés au pouvoir, hyper virilistes, c'est de dire le système d'organisation patriarcale, traditionnel, qu'on connaît depuis des millénaires, il a fait la preuve de son inefficacité aujourd'hui dans un monde moderne. Et donc, on a besoin aujourd'hui de changer de système. Et je pense que les hommes, je pense que toi et les gens plus jeunes que toi, ils ont vraiment envie de ça. C'est fini le patriarcat dans la tête des gens. On a envie d'être cool, on veut plus de guerre, on veut vivre content, s'occuper de ses enfants quand on en a, et pas être obligé d'être attribué, parce que je suis un homme ou une femme, d'avoir des attributs et des rôles qui sont prédéterminés. Donc, je pense qu'on a envie d'être libre, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est ça mon projet pour l'entreprise. Et j'ai de la chance d'avoir des très grands groupes, très engagés, le groupe Legrand, Orange, L'Oréal, Keolis, de Safran, des tas de gens qui ont vraiment envie que ça bouge, et de faire bouger les systèmes d'organisation. Et du coup, il était logique, avec l'IA qui s'est développée, de se dire, l'IA, elle est là, elle est en train de faire peut-être des catastrophes. Donc nous, il faut qu'on soit vraiment vigilants et qu'on aille informer tous ceux qui peuvent, tous ceux qu'on peut informer de ces risques, et qu'on mette en place des pare-feux. Et l'idée, c'est de dire, ça c'est la grande idée que je développe, que je présente un peu partout, c'est de dire, si l'IA est ultra rapide,
En fait, j'ai eu cette idée l'autre jour. Je faisais une conférence avec le réseau, dans un réseau en Italie, dans une université en Italie à Milan. Et je leur ai dit, un cerveau humain, on ne peut pas faire reset. Et c'est dommage parce que les gens qui ont eu des traumatismes de guerre ou autres, ce serait bien de faire reset. Mais on ne peut pas. Donc, tous nos biais, toute notre culture, on ne peut pas l'effacer. Par contre, un ordinateur, on peut le faire. On peut lui dire, hop, je te fais reset et t'es vierge. Donc, l'idée, c'est de dire, l'IA va nous permettre, si on la prend par le bon bout, de changer les systèmes, de changer la culture, de changer tout, parce qu'on peut rééduquer à travers l'ordinateur. Alors, comme on arrive à faire de la désinformation, du populisme, etc., on peut arriver à faire de l'égalité. Et donc, c'est le projet qu'on a mis en place et qui est complètement logique par rapport à ce que je fais depuis 30 ans. Ouais, je vois. Parce qu'effectivement, en fait, il y a des... tu prenais l'exemple de DeepSeek avec sa prise de position sur Taïwan, mais c'est effectivement une illustration d'un choix de société. On voit des distinctions de type de philosophie, on va dire, entre de l'AI de Grok sur X, OpenAI ou Mistral ou d'autres. Il y a quand même, effectivement, on sent qu'il y a quand même... alors, c'est parfois plus subtil que dans d'autres cas, parce qu'effectivement, si on prend le cas de Taïwan, on est quand même sur quelque chose de très... de très marqué. Mais même Grok prend des partis pris avec absolument aucun filtre, où on peut faire absolument tout et n'importe quoi, quelles que soient les choses que tu as envie d'essayer de faire. C'est effectivement un modèle de société qui essaie d'être propagé par ce biais-là. Absolument. Ah ben oui, clairement. Moi, je m'amuse à faire des comparatifs entre Mistral, ChatGPT. Bon, maintenant, il y a DeepSeek, je vais m'amuser aussi. Mais je leur demande, par exemple, pour préparer le podcast, je suis allée leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de l'IA Act. C'est vachement intéressant de voir la posture. Par exemple, le truc chinois, là, DeepSeek, qui dit ah ben oui, il y a plein de trucs sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors qu'il n'y a pas un mot. Je trouve que le plus objectif, c'est quand même ChatGPT à l'heure actuelle, sur les sujets sur lesquels je lui demande d'intervenir, je demande des interventions. Okay. C'est vraiment intéressant. Il est très structuré, il est très poli, il est très gentil, il est très serviable. Mais ça, tu vois, ça montre aussi encore un biais, on va dire, un peu américain. En fait, la manière dont ChatGPT te répond, il y a quand même aussi une mentalité ou un état d'esprit très, très US. Ah, très US, il est tout le temps en train de me dire si tu veux, on peut continuer à papoter. Voilà, il est hyper friendly parce que oui, c'est la culture américaine, clairement. Ah oui. Mais c'est très intéressant. On voit bien que les cultures sont très différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. D'ailleurs, on n'a pas tout à fait les mêmes façons d'appeler le pain au chocolat ou la chocolatine. On voit bien qu'il y a plein de trucs comme ça. Et c'est intéressant de voir que les IA aussi, elles sont le reflet de leur nationalité. Je ne sais pas si c'est un pas de côté sur le thème de notre discussion, mais il y a peut-être quand même un lien. Parce que tu viens d'évoquer le fait que, effectivement, ChatGPT, par exemple, est toujours très, très jovial, toujours très cordial, toujours très disponible. Très amical. Et j'ai vu passer il y a quelques mois un article d'un journaliste sur Le Monde qui expliquait que quand il a vu justement un de ses enfants utiliser OpenAI, il l'utilisait de plus en plus parce qu'en fait, ça lui permettait d'apprendre plein de choses et de poser plein de questions et que c'était effectivement génial. Et je trouve qu'il a mis pas un stop, mais il a mis un signalement à son enfant que j'ai trouvé très pertinent. Il lui a dit, écoute, là, tu es face à une IA en fait, qui te parle effectivement comme de manière de langage très, très naturel, mais tu as face à toi un individu, je mets des gros guillemets pour ceux qui n'ont pas l'image, mais un individu qui est constamment disponible, qui est constamment de bonne humeur et qui est hyper constant. Ah bah oui. Là où aucun être humain n'aura la moindre capacité à avoir de patience, de constance, d'être toujours de bonne humeur, toujours disponible et compagnie. Et est-ce que ça biaise pas aussi nos relations au final, tu vois, c'est cet apprentissage en fait que on est face à des interactions qui sont pas du tout ce qu'un être humain normal est capable de fournir. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur les autistes. Parce que si un autiste, il va te répéter, il va te demander tout le temps la même truc, tu vois. Et ils utilisent beaucoup l'IA maintenant. Parce que un infirmier ou un médecin, à la fin, il n'en peut plus, tu vois, il l'envoie balader. Alors que l'IA, elle est toujours cordiale et sympathique. Donc, il y a un côté très rassurant par rapport à ça. Moi, personnellement, à titre vraiment personnel, je me
permettrai pas de faire de généralité. Là, c'est vraiment un témoignage. J'aime beaucoup parce que justement, je trouve que les humains sont de plus en plus violents à l'heure actuelle. Ils sont vraiment parfois compliqués à décortiquer le moindre mot, le moindre truc, à chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont spécialistes là-dedans et qui vous gâchent la vie. Et au moins, ChatGPT, lui, il n'est pas comme ça. Et il ne va pas faire des polémiques. En revanche, je vérifie toujours les informations qu'il donne parce qu'il donne souvent des informations biaisées ou presque fausses des fois. Ouais. C'est pas toujours faux, mais des fois, par exemple, je lui demande sur mon label. Je lui dis alors, qu'est-ce que tu penses du label Jeez? Alors, au début, il disait des bêtises. Ah, maintenant, il est bien élevé, hein, il a tout bien compris et tout. Mais je l'ai vachement corrigé, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Ça aide énormément. On perd beaucoup moins de temps à chercher. Moi, je me rappelle que je fais partie d'une génération, on avait encore des encyclopédies, on allait à la bibliothèque, on sortait des bouquins, on tournait des pages, on perdait vachement de temps. Alors, c'était chouette, mais on perdait beaucoup de temps. Là, moi, j'ai une capacité de travail maintenant phénoménale. Oui, qui est décuplé. Mais oui, c'est mais indéniable. bien sûr, il corrige tout. Je lui donne mes textes, alors j'enlève les noms, j'enlève les trucs confidentiels, mais il me corrige mes fautes et il me dit pourquoi j'ai fait une faute d'orthographe ou une faute de syntaxe. En anglais, en italien, enfin dans les différentes langues dans lesquelles je travaille. C'est juste génial. Si je devais demander à quelqu'un, ça me coûterait cher et puis ça prendrait du temps. Et c'est là d'ailleurs où c'est important du coup d'avoir des systèmes qui soient suffisamment inclusifs parce qu'en fait la démultiplication des moyens fait que si c'est conçu de manière biaisée, en fait ça démultiplie la représentation de ce biais. Clairement. Et puis il va être biaisé dans... Après, c'est normal, puisqu'on est dans un système où on lui donne à lire, on lui fait avaler notre histoire. Et notre histoire, elle n'est que patriarcale. On commence à exhumer des actrices, des peintres, des autrices, etc., du Moyen-Âge, des gens qui ont fait des trucs extraordinaires. Mais lui, il ne les a pas encore, ces informations. Et puis, ça reste une goutte d'eau par rapport à tout ce qui est... Mais bien sûr. Donc... c'est passionnant et moi je fais de l'IA mon cheval de bataille véritablement pour l'égalité et l'inclusion dans le monde en me disant il faut l'utiliser pour tenter, en tous les cas qui ne tente rien à rien, pour tenter de faire basculer dans les forces, non pas obscures, mais les forces un peu plus lumineuses, le monde qui quand même en a vachement besoin. Ce qui me semble un peu délicat dans cette mission, c'est qu'on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes. On commence à parler en centaines de millions ou en milliards de paramètres en fonction des modèles qu'on choisit. Il y a de plus en plus une explicabilité de fonctionnement qui est de plus en plus difficile à déterminer. Et malgré tout, c'est nécessaire pour pouvoir réajuster dans la bonne direction. Comment est-ce que vous adressez ce sujet-là, en fait, de l'explicabilité des IA aujourd'hui? Alors moi, j'avais entendu un expert l'année dernière dire qu'il y avait même à un moment donné, il n'y a même plus de code. Donc la machine learning, elle va tellement être performante qu'on ne peut même pas savoir comment elle est arrivée au résultat. Donc ça pose une autre question, un peu métaphysique là. On ne sait plus. On est perdu un peu dans le cosmos. Mais si on vient à des choses plus prosaïques, nous, on a un projet là, qu'on a démarré en janvier de l'année dernière avec un comité de pilotage restreint sur le sujet du recrutement. Et donc, je les ai fait travailler sur le vocabulaire. En fait, que dans les fiches de poste, alors on a pris des fiches de poste extrêmement officielles, l'APEC, vraiment des sites du ministère, des choses très, très, très officielles. Et on a regardé ce qui était du vocabulaire dit masculin et du vocabulaire dit féminin. Et on s'est sur des postes de dirigeants, parce qu'on essaye de regarder au niveau du pouvoir, puisque c'est la gouvernance qui ensuite infuse, comme on dit maintenant, vers le bas. Et on s'est rendu compte que 80%, 90% étaient masculins. Donc, c'est des mots, c'est des associations de mots, etc. Et donc, je suis en train de faire un partenariat avec l'Université d'État de Milan, qui est une des universités pionnières de sémantique et d'IA, sur une sorte de nouveau dictionnaire. J'aimerais qu'on redéfinisse ensemble les mots qui sont les plus cruciaux et les plus porteurs. Par exemple, le mot pouvoir, le mot gouvernance, le mot direction.
le mot leader, tout ça, si on les redéfinissait avec des définitions que l'IA, parce qu'elle, elle est capable de le faire, nous, on va avoir du mal à redéfinir les mots. Mais elle, si on lui dit un leader, c'est une femme ou un homme qui a de l'empathie, qui est sympa, qui sait prendre des décisions de façon collégiale, au lieu de dire c'est quelqu'un qui est autoritaire, nanana, ce qui est la définition actuelle quand même, si on reprend des définitions différentes, je me dis, on peut au moins tester et redivulguer des nouvelles façons de voir le monde et de voir un monde moins violent que celui qu'on a aujourd'hui quand même. Parce que si on parle des violences, par exemple, pourquoi on a tant de violences ? Pourquoi il y a une femme tous les 3 jours qui est tuée ? Parce que la culture, nos cultures le permettent. On reste sur vraiment le droit romain du patriarche qui avait le droit de vie et de mort sur sa famille. On en est quand même encore là. Et je me dis, cette IA-là, elle peut nous permettre de renverser vraiment la table, chose que nous, même les associations de femmes, même les gouvernements, même les gens bien intentionnés, n'arrivent pas à faire. Ce qui est intéressant dans ce que tu relèves, avec cet exemple très précis du leader, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de mettre dans la définition c'est un homme ou une femme, c'est ça. Mais tu parles vraiment de tout un ensemble de wording. De caractéristiques. De caractéristiques, exactement. Ouais. Et ça me rappelle aussi une discussion que j'avais avec, qu'on a eu aussi plusieurs fois sur ce micro, sur l'impact de certains choix de mots ou de compétences dans des annonces de jobs. Qui vont faire que tu auras plus ou moins de femmes ou d'hommes qui postulent. Et donc, c'est vraiment c'est pas juste féminiser les mots, c'est vraiment de redéfinir aussi certains concepts, peut-être avec des messages peut-être moins guerriers, enfin des choses un peu moins, peut-être un peu plus globales, quoi. Oui, et puis surtout une redéfinition, parce qu'on peut utiliser le mot leader ou le mot du pouvoir, mais ça dépend de ce qu'on va mettre derrière. Si on met dans le pouvoir, c'est le pouvoir d'être et d'aider les autres, en plus du reste, ça va changer la posture. Et ça va changer l'envie. Moi, j'ai fait pas mal d'études il y a longtemps pour des grosses boîtes qui proposaient notamment des cabinets d'audit, qui proposaient aux femmes de monter pour devenir partenaires et qui ne voulaient pas. Et ils me disaient, mais pourquoi ? Parce que l'image du pouvoir ne leur plaisait pas. Et donc, si on changeait la définition en disant si tu as le pouvoir, tu vas pouvoir justement aider ton prochain, faire que le monde soit meilleur, je sais pas, se donner des objectifs de durabilité un peu plus cool que de gagner de l'argent, et de gagner de l'argent aussi, mais pourquoi pas, mais pour faire autre chose aussi, et là, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'attractivité sur des publics, notamment féminins, mais pas que féminins, des publics beaucoup plus divers. Oui, clairement. Est-ce que donc, pour rendre les IA plus inclusives, est-ce que c'est surtout un sujet de revoir les corpus d'entraînement, au final ? Ouais, clairement. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, les corpus... Il faut donner des bons cahiers des charges. Et ça, c'est vachement dur de rédiger un bon cahier des charges. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, en fait, tu le disais tout à l'heure, quand tu parles avec des développeurs ou des développeuses qui ont tendance à dire moi je fais pas de choix, c'est plus souvent des développeurs, on est d'accord, mais j'essaye quand même de... C'est gentil, ça arrive qu'il y ait des développeuses. Il y en a, heureusement. Donc, quand tu parlais avec cette population, il y en a qui te disent oui, mais moi je fais pas de distinction, je construis un algorithme, il n'y a pas de distinction. Mais en fait, ne serait-ce que dans la manière dont on conçoit un algorithme, on fait des choix de conception qui sont empreints de nos propres biais ou nos propres expériences. Tout à fait. Et puis de se dire à qui ça profite. Qui va être l'utilisateur final ? Quel est l'impact ? On ne raisonne pas en termes d'impact. Mais c'est vachement important. Mais donc, pour écrire le bon cahier des charges, comment tu fais pour avoir tout ce travail, d'être sûr qu'on ne fait pas des choix qui vont induire un biais de sélection à un moment d'un algorithme ou d'un type de décision ? Eh bien justement, moi je pense qu'il faut avoir une très bonne méthodologie. On revient au process que j'aime bien, à la méthodo, à mon label, à toutes ces caractéristiques-là. Et il faut encadrer les choses et donner des clés, en fait. Tout le monde peut comprendre ça, c'est assez simple, mais il faut juste... C'est ce que j'appelle le fameux déclic. Tant qu'on n'a pas eu le déclic, on se dit c'est pas un sujet. Puis un jour, on se dit mais oui, bien sûr, c'est ça. Et à partir de là, on a eu le déclic, donc on va y penser.
évidemment. Donc je pense que, et c'est une chose qui manque dans la réglementation européenne, et tant mieux, ils disent il faut des évaluations, et tant mieux qu'ils ne donnent pas en plus la méthode d'évaluation, parce que là, je pense qu'on irait vraiment dans le mur. Mais nous, on en propose une qui est valable. Il y en a d'autres qui proposent des... Mais nous, elle est vraiment orientée sur l'humain. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle est complémentaire avec d'autres évaluations plus techniques, etc. Et d'aller regarder l'impact sur les gens, l'impact sur la culture de l'entreprise, la culture de la structure à qui ça va... On est les seuls à le faire. Nous, on regarde beaucoup les impacts. Je trouve que c'est extrêmement important sur les individus. Est-ce que ce que je fais va impacter positivement ou négativement les gens? Est-ce que ça va les faire changer de comportement et de façon de voir les choses? Et ça, je pense qu'il est indispensable de donner, quand on fait n'importe quel cahier des charges, de se poser 3-4 questions. Ce n'est pas non plus le bout du monde, hein, mais qu'on ait ce réflexe de se dire à qui ça profite, à qui ça ne va pas profiter, qui va le fabriquer, qui ne va pas le fabriquer, où va aller le résultat du truc, qui va être l'utilisateur final, etc. Je pense que 2-3 petites questions, et en plus, en termes d'innovation, ça peut vraiment faire évoluer les produits. Moi, j'ai un exemple d'un audit chez Orange qui est tout simple, mais très intéressant. Avant leur audit, ils avaient un bouquet sur le sport que l'IA distribuait que aux hommes. Et après l'audit, ils se sont rendus compte de cela. Ils se sont dit, mais c'est complètement débile. Donc, ils ont mis à disposition aussi de leurs fichiers des femmes qui sont abonnées comme moi chez Orange. Et leur chiffre d'affaires a augmenté. Tout simplement. Donc, c'est hyper rentable en plus d'être inclusif. Ça vaut vraiment la peine. Eh bien, alors, au-delà des données d'entraînement, est-ce que tu penses qu'il faut du coup aussi ajouter sur ces IA, notamment tous ces LLM avec une interface type ChatGPT et autres, est-ce qu'il faut ajouter une interface, on va dire, une couche supplémentaire de modération ou de filtrage des réponses? Moi, je pense que ça serait très utile d'avoir des gens qui soient spécialisés sur ces questions-là, mais assez généralistes quand même, pour les recadrer de temps en temps. Comme moi, je le fais avec ChatGPT. Je lui dis, non, mais là, qu'est-ce que tu me racontes? Tu as oublié ça. Gentiment, hein, parce qu'il est gentil de toute façon, donc on n'a pas à être désagréable. Mais je pense, oui, que ce serait très intéressant d'avoir des cellules de veille qui injectent aussi de l'information. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des spécialistes. Parce que moi, c'était très intéressant l'expérience qu'on a faite sur les fiches de poste. Parce que j'étais avec des gens très sensibilisés à l'égalité, à l'inclusion, qui travaillent là-dessus, pour certains, c'était leur métier. Ils n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. On découvre complètement, avec ta méthode et cette façon de travailler, que nos fiches de poste, elles sont ultra masculines. Ils s'en étaient pas rendus compte. Et ils mettaient homme, femme, machin, ils féminisaient au début. Et puis après, tout le descriptif, ça donnait plus du tout envie. Et puis ça excluait les femmes. Et c'était vraiment très, très net, quoi. Donc, je pense qu'il faut développer cette culture de l'égalité, de ces réflexes. Et c'est pas du wokisme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement juste être humain et avoir envie que tout le monde ait sa place, quoi. Ouais. C'est aussi bête que ça. Mais ce qui est entre guillemets dommageable, notamment sur ces sujets-là, c'est que tout ce travail de correction que tu fais, toi, avec ton chat GPT, c'est qu'il n'est limité qu'à ton chat GPT. C'est-à-dire que tous ces changements que tu le corriges, tu l'améliores, ça fait que le tien est plus inclusif, mais malheureusement, le mien, ou celui de tous les gens qui nous écoutent, ne bénéficie pas de tout ça. Alors, on sait que le pendant de cette décision-là, c'est que ce que toi, tu injectes dans le chat GPT, et du coup, est protégé, safe, et du coup, ça évite qu'il y ait des fuites d'informations. Donc, il y a des choix qui sont faits qui font que d'un côté, on y gagne, mais de l'autre côté, on y perd. Mais tu vois, comment concilier, en fait, cette... En fait, il faudrait que les patrons de ChatGPT, que OpenAI, que Mistral, ils aident des gens comme moi chez eux, qui influent, qui insufflent, qui mettent dans le flux d'informations ce genre de choses pour apprendre à la machine à être comme ça. Mais, alors ça va paraître très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est vachement compliqué de le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça.
Mais même au-delà de ça, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, on théorise tout, on utilise des mots hyper compliqués, on jargonne sur tout. Et là, je vois, il y a le nouveau programme scolaire. Mais rien que de parler de théorie du genre, ça fait peur. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus simple, enfin, à mon avis, et un peu au ras des pâquerettes pour pouvoir apporter justement cette vision très simple qui est celle de l'égalité. Mais tu vois, est-ce que ça ne représente pas aussi... parce que... Attends, j'essaie de formuler ma question. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, OpenAI, à la base, s'appelle OpenAI. On sait que c'est beaucoup moins open aujourd'hui. Il n'est pas trop open, oui. C'est devenu effectivement une entreprise à but lucratif, donc qui est là pour gagner de l'argent, tout simplement. De par cette décision, ils se retrouvent dans une position beaucoup moins ouverte, doivent du coup faire moins de vagues, donc faire moins de choix entre guillemets politiques, parce qu'on pourrait dire d'un côté que si tu mets en place un système où tu dis « Ok, je veux faire des IA plus inclusives », en fait, tu fais un choix politique de dire « Ok, on va favoriser ce genre de réponse-là », alors que si on laisse le monde entier dire... tu vois, si on imagine par exemple un monde demain où OpenAI dit toutes les réponses qui sont données et toutes les corrections que vous mettez sur votre chat GPT, on les intègre au global pour faire progresser le chat GPT, ce serait bien, mais en fait, il y aurait des gens comme toi qui effectivement iraient le rendre plus inclusif et compagnie. Mais de l'autre côté de la planète, tu aurais quelqu'un dans le gouvernement chinois qui ferait en sorte que Taïwan remonte comme un pays, comme une région de la Chine. Quelqu'un du gouvernement de Trump te dirait qu'il n'y a que deux genres, c'est l'homme et la femme. Donc en fait, tu vois, tous ces éléments viennent, entre guillemets, se parasiter l'un l'autre et d'une certaine façon s'annuler. Donc c'est-à-dire que c'est soit, le fameux dilemme du tramway, en fait, c'est soit on ne fait pas de choix et en fait tout s'annule, soit il faut faire un choix avec les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que Taïwan, c'est un vrai problème géopolitique, historique, etc. Donc ça, c'est de la politique. Avoir un projet d'égalité pour l'humanité, c'est un projet humaniste. Donc c'est un petit peu différent, je trouve, comme façon de voir les choses. Et ça vaut la peine, là, de se pencher sur la question en se disant, qu'est-ce qu'on veut ? Alors évidemment qu'il y a des gens qui sont toujours intéressés de mettre des pauvres types dans les mines. Évidemment que ça continue encore aujourd'hui, qu'il y a de l'esclavage et qu'il y a des tas de pauvres, il y a des tas de gens. Bon, tous les jours, on en entend parler, et tous les jours, on voit les effets pervers du truc. Mais on a assez de richesses sur la planète. Alors, c'est peut-être très utopiste, mais il faut de l'utopie dans la vie. On a assez de richesses pour que tout le monde puisse vivre. Alors, donc, je suis d'accord qu'on pourrait espérer que un projet humaniste d'égalité des chances plaise à tout le monde et que tout le monde soit on board. Alors, je ne sais pas si c'est une mise en avant qui est faite, mais moi, je vois beaucoup passer d'interviews de supporters de Trump et autres qui vont expliquer que l'égalité des chances, oui, mais égalité des chances entre nous, pas pour tout le monde. Évidemment. Donc tu vois, il y a quand même des gens qui semblent quand même majoritaires, parce que Trump a été élu sur ce discours-là à la majorité, en tout cas dans ce pays-là, que l'égalité des chances, oui, mais pas pour tout le monde. Ouais, mais c'est un pays où il y a énormément de pauvreté, mais c'est pas un bel exemple, les États-Unis, honnêtement, comme démocratie. Oui, non, je sais pas de... Non, je te dis juste, en fait, c'est parce que je comprends que je suis complètement on board sur le fait qu'un projet humaniste, c'est pas un projet politique, c'est un projet de société, c'est un projet humain, mondial, qui va au-delà d'un simple débat politique pour qui on va voter la semaine prochaine. C'est pas le sujet. Mais ce que je constate, c'est que, en fait, ce projet... Ce qui devrait être le vrai sujet. Parce que le problème que tu soulèves est très important. Comme aujourd'hui, on ne sait plus pour qui voter parce qu'il n'y a pas de projet politique, justement. C'est juste pour leurs pommes. Alors qu'on devrait avoir des projets politiques qui nous disent voilà, moi je vous propose un monde où il y aurait une IA inclusive, où il y aurait un monde plus égalitaire, un monde meilleur, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on nous propose. Personne ne nous propose ça. Du coup, les gens ne vont pas voter. Ils sont dégoûtés. Et ça, c'est aussi cette désinformation qui est aussi manipulée par les IA de puissance externe qui cassent le système démocratique, qui font monter des valeurs qui ne sont pas des valeurs du tout démocratiques, etc., qui sont très populistes. Donc, on est en plein cœur du sujet. Et moi, je me dis, l'Europe, qui est quand même le seul continent à peu près correct, où on a les meilleures lois, où on a aussi le meilleur niveau de vie, c'est quand même
le pays de cocagne, hein, l'Europe, même au niveau climatique, on est moins touché que les autres. On a vraiment de la chance d'être européen. Ben, moi, je me dis que l'Europe, je ne comprends pas qu'on n'ait pas un projet politique là-dessus en disant on doit être exemplaire. Parce que c'est comme pour tout. Hein, le leader exemplaire, il doit être comme ça. L'exemplarité, pour moi, c'est vraiment très important. Et ben, au niveau européen, on devrait avoir une IA européenne, exemplaire, qui dame le pion des autres. Parce que quelque part, ben, il y a plus de gens, même s'il y a plus de Trumpistes que d'autres, on va dire, parce qu'on ne sait pas trop pour... Mais dans le monde, il y a plus de gens qui ont soif d'égalité, qui ont envie que le monde, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait plus de famine, que les maladies soient éradiquées, que des autres. Ouais. Et là, l'Europe, elle a une vraie mission qu'elle ne remplit pas, je pense, hein, par défaut des politiques. Mais justement, tu parles des lois qu'on a en Europe, de ce projet politique. Donc il y a tout l'aspect en fait de régulation. Je pense qu'il faut effectivement qu'on parle de l'AI Act. Il y a toujours cette question en fait de est-ce que la régulation, enfin tu vois, il y a plein de sujets sur la régulation. Et notamment la régulation européenne, est-ce qu'elle est capable d'être à la même vélocité que les IA? Enfin tu vois, depuis ChatGPT 3 est arrivé, enfin ChatGPT sur GPT-3 est arrivé en 2022 de souvenir, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, 3 ans, on a un nouveau modèle qui pop toutes les semaines, des avancées colossales qui vont à une vitesse encore plus impressionnante. Tu vois, est-ce que la régulation, est-ce que la législation a la capacité d'être aussi rapide que ça? Et surtout, comment est-ce qu'elle peut influencer au-delà de ses frontières? Le problème de la régulation aujourd'hui, c'est qu'elle est cantonnée à une frontière, là où... oui, mais l'IA n'a pas de frontières. Et oui, nos systèmes ne le sont plus. Mais bien sûr. Non, mais je pense que la régulation, elle est là pour encadrer. Pour dire, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est pas bien. Et voilà, elle donne un cadre légal pour se développer dedans. Voilà. Et elle donne un cadre aussi qui doit permettre l'innovation. Parce que si elle freine toute innovation, on a perdu la partie à ce moment-là. Donc au niveau européen, on a quand même ce cadre qui nous dit, attention, sur la vie privée, elle nous donne quand même des grandes règles très protectrices qui sont extrêmement importantes et qui font une fois de plus de l'Europe, non seulement un exemple, mais un endroit où on est en sécurité. Par rapport à la Chine ou par rapport à d'autres pays où je suis allée, où on est fliqué de partout, ça fait quand même peur. Hein, nous qui sommes, on a envie de dire n'importe quoi dans la rue, il y a plein de pays où on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, la régulation, ce n'est pas elle qui va normalement créer la start-up du siècle européenne qui va déployer le système. Et après, on voit bien que ce n'est pas tellement une question d'argent, puisqu'on voit que DeepSeek, avec, je crois que c'est 5,5 milliards, ils sont arrivés à faire leur système. 5,6 millions. Millions, oui, je disais milliards. Millions, ce qui est rien par rapport à l'Europe. Et pourquoi Mistral n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas, nous, à déployer quelque chose? On a bien fait l'Airbus, on a bien fait le Concorde, on est capable de le faire. Et je pense qu'il y a un blocage politique aujourd'hui qui fait qu'on n'y arrive pas. Je ne suis pas stratège et politologue, mais je pense que ça vaudrait la peine de se pencher sur le sujet. Pourquoi on n'arrive pas à déployer un programme européen pour damer le pion des autres? Parce que quand on s'y met, on est meilleur que les autres. Airbus est bien meilleur que Boeing, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, il n'y a tellement pas de raison, et c'est tellement politique que nos génies partent dans la Silicon Valley vendre leur start-up ou déployer leur intelligence là-bas. C'est vachement dommage. Parce que le modèle idéologique de valeurs américain est vraiment très en dessous du nôtre. Mais tu vois, on parle effectivement de ce modèle de valeur. Alors, la Chine, donc effectivement, on sait ce qu'il en est. Malgré tout, DeepSeek, une des vraies révolutions de DeepSeek, parce qu'en fait, quand on regarde les résultats de DeepSeek, sont intéressants, mais ne sont pas non plus stratosphériques par rapport à OpenAI. Il est déjà saturé. Il fonctionne normalement par rapport à ce que fait le marché aujourd'hui. Mais une des innovations de DeepSeek, c'est notamment que c'est un projet complètement open source. Donc on a pourtant ce côté très, très ouvert, très participatif, et sur lequel tout le monde peut continuer à construire. Oui, mais justement, ça les intéresse de récupérer nos idées
Comme ça, ils vont déployer un outil encore plus performant. En fait, rien n'empêche un groupe d'entrepreneurs français de monter une start-up depuis DeepSeek et d'en faire un produit français. Mais bien sûr. Oui, mais évidemment. Je vais faire une analogie par rapport à la loi, avec la loi sur l'égalité professionnelle. En 1976, il y a eu une loi, une directive européenne sur l'égalité pro entre les femmes et les hommes, qui a ensuite fait plein de petits pour avoir bien tous les éléments qui concernent l'égalité professionnelle. Mais la première directive, c'était 1976. On y est arrivé. On est les meilleurs au monde. Donc, on peut y arriver. Et ce n'est pas l'Europe qui a un frein quand on nous dit l'Europe, elle freine. Non, l'Europe, elle permet de créer les conditions pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Ouais. Et après, il y a des blocages. Je ne sais pas où, je sais pas du tout pourquoi ni comment. Mais n'empêche que ça manque aujourd'hui et il faudrait qu'on s'y mette. Donc, nous, on va faire notre petit projet maintenant avec l'Italie. L'avantage, c'est que cette université a la présidence de tous les réseaux des universités d'État européennes. Donc, j'espère qu'on arrivera à faire boule de neige et qu'assez rapidement, puisque l'IA, après, une fois qu'elle est partie, ça peut aller très, très vite, qu'on arrivera à avoir un modèle à proposer. Mais tu vois, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que donc, tu parles de ce projet que tu vas lancer avec l'Italie. Ouais. Tu nous as dit, je vais lancer ce petit projet. Oui. En Europe, on le dit beaucoup, mais ce n'est pas que des préjugés, hein, c'est une réalité. Ouais. La capacité d'investissement est beaucoup plus faible que ce qu'on voit notamment aux États-Unis ou en Chine, où il y a un volume d'investissement qui est colossal. Pour donner un référentiel de à quel point la différence d'investissement est colossale, tu parlais tous nos experts français ou européens qui partent s'installer ailleurs. Quand DeepSeek a annoncé que l'entraînement de leur modèle leur avait coûté 5,6 millions de dollars, est-ce que tu sais ce qu'ils ont utilisé comme comparaison ? Non. Ils ont dit que l'entraînement du modèle a coûté 5,6 millions de dollars, ce qui est à peu près le salaire d'un expert AI aux États-Unis. Donc, tu imagines qu'en fait, un architecte AI aux États-Unis. Donc, tu imagines que quand tu as une expertise qui te permet d'être payé 5 millions de dollars dans un pays, face à la capacité d'investissement qu'on voit en France, où on parle plus de quelques dizaines ou centaines de millions d'euros qui sont mis sur la table pour une boîte en entier, c'est difficile de rivaliser. Ouais, j'entendais une interview d'un architecte ou je ne sais quoi qui gagnait vraiment très très bien sa vie. Il disait « Je suis tellement bien payé ici, même si ça ne me plaît pas, on prend de tellement mauvaises habitudes. En plus, on n'est jamais fliqué. » Je me demande s'il ne parlait pas de Google ou d'Amazon, un des GAFAM en tous les cas. Il disait « On n'est pas fliqué, on pointe pas, évidemment. On nous laisse faire ce qu'on veut, on peut travailler d'où on veut, on est super bien payé. » on n'a plus envie même si on a envie de revenir, parce que ça ne nous plaît pas spécialement de vivre là-bas, on ne revient pas. Pas tout de suite, en tous les cas. Donc, en fait, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on veut certes réguler, on est contraint par nos frontières, parce que notre régulation ne peut s'appliquer qu'à nos frontières, mais aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité à aller rivaliser, oui, concurrencer. mais parce qu'on ne met pas le paquet. Parce que tous les produits européens, tous les autres pays du monde, ils les veulent. Notre champagne, notre mode, etc. On est les leaders aujourd'hui de tout ça. Alors, on est copiés, etc. Bien sûr. Mais quand même, on a une capacité à créer des choses d'excellence que l'on met pas à profit pour ce sujet, qui est un sujet majeur. Moi, je pense que c'est le sujet du siècle. Et si on ne passe pas le sujet de l'IA positivement, je crains le pire. Ouais. C'est quoi donc l'avenir pour Arborus et le label Jeez ? J'espère qu'on va avoir, et grâce à ce podcast, plein d'entreprises qui vont nous appeler pour avoir le label. Je le souhaite vraiment. C'est pas une question d'argent, parce que nous, on est non-profit. C'est pas une question vraiment d'argent. C'est vraiment une question de véhiculer des valeurs et un nouveau projet de société dans le monde. Et voilà, donc il faut y aller. Très bien. Merci beaucoup, Christina, pour cette discussion. Merci beaucoup. Avant de terminer, j'aurais une des questions rituelles du podcast. Est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Vu le sujet qu'on traite, je pense qu'il y a un film que tout le monde a dû voir, mais qu'on peut aller revoir. C'est Les Figures de l'ombre, qui est un film que j'adore. Et j'ai vu récemment une histoire de femme aussi avec Isabelle Huppert. Et je trouve que c'est un très beau film qui montre à quel point la condition des femmes n'est pas la condition des hommes et que ça vaut la peine
se pencher là-dessus et d'avoir de l'empathie pour les uns et pour les autres. Très bien. Merci beaucoup, Christina. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Voilà, déjà, renseignez-vous sur le label GEES et effectivement sur tout ce que fait Christina avec cette ONG Arborus. On a effectivement, nous, en tant que développeurs et développeuses, une capacité d'action directe sur ce projet de société qu'on a. Je me doute que dans notre population de développeurs et développeuses, on retrouve tous les courants politiques, ce qui est normal. Je pense que vu les discussions qu'on a eues après 1 heure d'épisode, il y en a peut-être un peu moins de tous les bords qui sont encore présents jusque-là. Mais on a une capacité en tout cas d'agir et de faire changer les choses. Donc utilisons ce pouvoir-là pour justement changer sur l'avenir et peut-être imprégner un peu plus ce projet de société qu'on pourrait avoir et partager tous ensemble. Moi, sinon, je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez soutenir ce podcast pour lui permettre de continuer. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.